parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de votre fidélité. Bienvenue chez les GG en ce jeudi matin. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'international. Merci de votre fidélité. Plusieurs mois s'offrent à vous, cependant, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, évidemment, c'est le 00 224 657 39 13 13. Avec plaisir, sur le coup de 10 heures, le frère Condé parviendra évidemment les messages ici dans le studio A de la radio Espace. Mamoudou Condé, Cabine Condé, Mafata Sano réalise cette émission à la régie. Amédou Sow ici à la radio. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la parole aux vrais gens. Les tenanciers de bars, restaurants et boîtes de nuit continuent donc de subir l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu les empêche d'exercer leur activité les nuits tardives. Oui, pourtant opportune pour faire des économies. Plus de 900 opérateurs enregistrés sur l'ensemble du territoire national évaluent donc leur perte à près de 20 milliards de francs guinéens. Alors que leur activité ne tourne pas comme d'habitude, ils n'ont bénéficié d'aucun allègement, permis d'exploitation, redevances diverses, tarifs d'eau et d'électricité, frais de loyer et bien d'autres. L'entretien donc du personnel, c'est un ensemble de charges évidemment qui ont aujourd'hui du mal à supporter, avec des chiffres. Valis Sako veut faire entendre la voix des tenanciers de bars, restaurants et boîtes de nuit. Il sera avec nous dans cette émission ce matin, les GG sur Radio Espace Guinée. Et cet autre sujet justement, on en parle ce matin, cela fait un an que Mori Kanté nous a quittés. Ses enfants proches et étudiants de l'Institut des Arts de Dubreka, qui portent donc son nom, viennent de commémorer sa disparition. Deux hommages comme depuis l'année dernière lui sont rendus, vous le savez très bien. Mais s'il y a une question qui n'a pas encore été évoquée, c'est bien celle liée donc à son héritage. Et c'est parce que il s'agit de lui que nous pouvons bien en parler ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission Les GG. Artiste de renommée internationale, lauréat de Grand Prix des musiques du monde, qui a reçu donc il y a 33 ans son disque d'or, a laissé son nom inscrit à jamais. Guide de la gestion de cet héritage musical, nous posons cette question ce matin, et qui en assume donc au niveau familial, en toute et en exclusivité chez nous ce matin. Nous abordons donc le sujet dans les GG avec Bala Kanté. Il sera avec nous dans notre émission Les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules avec l'équipe du jour. Merci de nous rejoindre. Mafoudi Abangoura avec nous. Bonjour Mafoudi, bienvenue. Bonjour Lamine, merci. Bonjour à tous. Bonjour Dibami Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour Lamine. Allez, il est là également, le Babila Mansa, c'est bien ça. Moussa ici là, bonjour. Pas Babila Mansa, Babila n'est pas là. Oui, exactement. Babili Mansa, bonjour. Vous dites Kankou Moussa. Kankou Moussa, bonjour. Bonjour. Son Altesse. C'est Moussa, voilà. C'est le nom le plus prononcé dans le Saint-Coran. Merci, je le sais très bien. Je le sais très bien, Voilà. mon cher ami. Voilà, Donc merci. on fait du bruit. Vous faites du bruit, oui. même si vous êtes petit de taille. Et je vous ai dit que les hommes de petite taille ont commandé ce monde. Bien. Et continuent de le faire. Bien. Allez, on va s'intéresser à l'actualité. Merci pour ce cadeau, mon cher Moussa. Voilà. Oui, c'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Il est terrible ce garçon, je vous assure. Non, vous savez, les Moussa, c'est des téméraires. Il faut le dire aussi. Ouais, ça, il faut le dire. Voilà, on a appris hier, en pleine émission, évidemment, mon cher Moussa, 8 morts, donc à Koubia, à Tanene. Hier, sous les coups de 9h, évidemment, on était en pleine émission, quand nous avons appris, évidemment, cette nouvelle triste. On marque une minute de silence, évidemment, pour ces Guinéens, donc morts hier, à la suite donc d'un accident de circulation. Une minute de silence et derrière, on revient pour continuer l'émission.
Et sur Espace TV, tous les matins, évidemment, vous avez accès à cette émission. Mafoudia, on a pris cette information hier. 8 morts, encore une fois. On parle des routes, on parle encore des engins. Exactement, 8 morts, 8 autres Guinéens qui ont rejoint leur dernière demeure suite à cet accident. C'est vrai que, comme tu le disais, on a l'habitude d'en parler. Ouais. Et à chaque fois, ça nous choque tout autant, parce que pour ce cas-ci, c'est un camion qui serait rentré en collision avec un minibus, et même ce scénario, c'est pas une première. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe réellement pour l'heure? On n'a pas une idée exacte de la cause, mais déjà, il y a le ministre de la Sécurité qui a présenté ses condoléances et qui, dans le communiqué, a plutôt invité à l'observation à l'observation et au respect des codes de la route. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour ce cas-ci, on pourrait s'attendre à ce que ça soit lié à cela, mais ce ne serait pas étonnant, parce que quand on prend la circulation aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup de choses qui sont réunies qui nous amèneraient vers ces accidents. Il y a l'état des routes. Quand on va à l'intérieur, surtout ces routes-là, ne serait-ce qu'à Dubreka, là où ça a eu lieu, les routes sont étroites. Et pour beaucoup, c'est non, c'est à Tanene. À Tanene. Ouais. C'est à Tanene, il y a eu l'accident. Exactement. Allez-y. Antoine. Donc à Tanane, là-bas, dans la préfecture de Dubreka, c'est là-bas il y a eu l'accident. Et quand on connaît l'état des routes un peu, et quand on prend l'indiscipline dans la circulation, quand on prend l'état des véhicules, il n'y a pas de contrôle technique. Les camions qui roulent aujourd'hui, les minibus qui roulent, des fois c'est des gamins qui sont derrière, qui ne maîtrisent pas forcément la conduite. Avec tous ces éléments, lequel de ces éléments a conduit à cet accident de la circulation? Pour l'heure, on ne sait pas réellement. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est encore une fois d'inviter les autorités à voir de près. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, comme je le disais, et c'est dommage de savoir qu'à chaque cas, on dénonce, on présente les condoléances, on dit qu'il y aura généralement même on n'en a pas d'enquête pour savoir. En fait, les enquêtes. Exactement. Et parallèlement, on ne trouve pas les solutions aux problèmes. Parce que quand on prend aujourd'hui l'état des véhicules, le contrôle technique, c'est encore débat, ça fait encore débat en Guinée. Jusqu'à présent, on n'a pas de société de contrôle technique. Ce qui veut dire aujourd'hui, vous avez des véhicules peut-être qui n'ont pas de frein, des camions, et ça roule à Conakry, ça n'inquiète personne. Vous avez peut-être des gens qui ne savent pas conduire, qui sont derrière ces véhicules, ça n'inquiète personne. L'état de la circulation, nos routes ne parlent pas. Vous avez peut-être une déviation un peu devant, rien ne vous indique avant qu'il y ait une déviation. Oui. Je veux dire que par là, tout est réuni pour qu'on assiste malheureusement à ce genre de drame. Et le gros du travail, c'est vrai qu'on demande l'indiscipline, mais qui doit faire respecter l'indiscipline? Quand on prend les gens individuellement, chacun voudra faire ce qu'il veut, rien qu'à vous sortez ici, là, tout de suite, vous prenez votre véhicule, vous verrez peut-être quelqu'un qui vient vous faire passer, même si c'est pas son droit, mais il se dit, je vais faire vite. C'est aux autorités, à travers les agents déployés sur le terrain, qui doivent contrôler, veiller à ce que les gens respectent. Mais regardez la pagaille qu'il y a dans la circulation. Les mototaxis, ça me rappelle encore le cas de cette fille, la Miss Guinée 2019, qui a été tuée sur une moto à Sonfonia. Et là, les motos aujourd'hui, c'est un véritable problème. Vous êtes dans la circulation, ça vient à gauche et à droite, vous ne savez plus quoi faire. Je pense qu'il y a une pagaille totale et le travail revient à l'État. On ne peut pas continuer à présenter les condoléances. On ne peut pas continuer. C'est très important. Oui, l'État ne peut pas être partout. Non, mais c'est l'État qui contraint les gens. Je suis d'accord. Oui, voilà. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Mais il y a une pagaille énorme. On ne peut pas avoir un pays comme ça. C'est à croire qu'on n'a pas, je ne sais pas, toutes ces structures, tous ces ministères qui sont censés organiser. C'est pas possible. On a l'impression qu'on n'est pas dans un pays. Et c'est assez triste. Ce sont des Guinéens encore qui sont morts, des pères de famille, des mères de famille qui sont partis. On parle de 6 femmes, hein, c'est bien cela. C'est assez grave. C'est assez grave. Allez-y, Diba Milimono. Si on se réfère un petit peu aux chiffres, les statistiques, cette route de Dubreka, ça tue. Oui, je pense que c'est une route qui est accidentogène parce que vous vous souvenez, en 2017, il y avait eu 21 personnes qui avaient aussi trouvé la mort et c'était à peu près les mêmes, disons, préceptes. C'était un camion qui rentre en collision avec les voitures qu'on appelle couramment Bambagne en Soussou, qui étaient bondées de monde, donc 21 personnes. Ensuite, vous vous souvenez, il y a encore quelques années, il y a eu 5 personnes qui ont aussi trouvé la mort sur la même route, et également 3 personnes. Cette fois-ci, on nous parle de 8 personnes, donc ça veut dire qu'il y a un facteur qui est là, qui ne bouge pas.
Et ce facteur, d'abord, c'est l'état de la route de Dubrika. Aujourd'hui, si vous êtes sur Dubrika, vous quittez par exemple à Kagbelin. De Kagbelin, avant d'arriver par exemple au niveau du pont de la Sumba, la route elle est impraticable. Oui. Et ça, les gens ont continué à attirer l'attention de l'État sur l'étroitesse d'abord de la route. Le fait que la route aujourd'hui a besoin d'un nivellement et d'une couche de goudron, ça n'a pas été fait. Donc c'est un facteur qui est accidentogène. L'autre facteur, parce que souvent lorsqu'il y a accident, il y a soit le facteur humain, soit l'état de la route ou l'état de l'engin qui roule. Oui. Voilà, donc le comportement de l'individu aussi peut conduire aux accidents. Parce qu'on dit, voilà, justement, voilà, donc on dit qu'il y a... En fait, il n'y a même pas de contrôle dans ce qui se passe de ce côté, parce qu'il y a tellement de faux permis. Tout à fait, et aujourd'hui, la question des permis, ça peut être un autre débat, parce que certainement, l'État a demandé qu'il y ait maintenant des permis biométriques. Certes, quelqu'un dit que c'est pour renflouer les caisses de l'État, mais ça va aussi permettre un peu de faire face aux personnes aujourd'hui qui obtiennent ces permis comme si c'était des galettes. Oui. Donc, on peut lutter contre cela. Effectivement, les adolescents au niveau des engins, c'est une réalité. Ouais. Mais la responsabilité de la police, elle est engagée parce que c'est eux qui sont au niveau des cordons. On ne peut pas accepter que des jeunes puissent conduire des voitures tenant compte de leur tempérament, tenant compte un peu de leur capacité mentale à gérer un peu la situation, mais également, souvent, ces voitures bambagnes qui sont sur cette route-là, ce sont des voitures, pratiquement, c'est des voitures qui roulent à tombeau ouvert. C'est des taxis, tu parles, hein? Oui, c'est des Magbana façon, mais qui sont spécifiques à la zone et qui souvent sont conduits de moins des femmes qui vont pour le commerce ou des personnes qui se déplacent. Mais ce sont des camions aussi qui transportent des sables. Ouais. Donc, je pense que sur l'enjeu est là, il faudrait que l'État lui-même réfléchisse un peu sur le flux sur cette route-là. Ouais. Est-ce que la question de l'indiscipline, comme on l'a dit, parce qu'on dit que le camion aurait quitté sa route pour venir percuter le taxi. Ouais. Donc ça veut dire tout simplement, est-ce que c'est une panne technique qui est à l'origine, ou bien c'est tout simplement le comportement de la personne qui conduisait. Donc c'est les trois facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui la récurrence de l'accident sur la route de Dubrika. Soit c'est la panne, soit c'est l'être humain lui-même, ou c'est tout simplement la route. Bien. Moi je pense qu'il y avait le projet rapidement par rapport au contrôle technique. Il y a eu le plan d'urgence avec le ministère de la Sécurité qui avait réfléchi un peu. Ne réveille pas les morts. Oui, justement, voilà. Sous Kabele, ils avaient fait ce plan d'urgence. Mais après, les recommandations qui sont sorties, je me demande qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que le plan d'urgence, c'était d'abord la formation de la police, c'était la communication, c'était les sensibilisations, mais également l'outillage de la police. Et sans compter aussi la question technique. Il y avait le projet Civita, je ne sais pas où en sommes-nous avec cela. Ils avaient mentionné dans les recommandations qu'il fallait mettre en place une structure qui allait s'occuper du contrôle technique des camions. Ce n'est pas fait, sans compter la question du pesage. Si vous êtes sur la route, vous voyez qu'il y a un système qui est mis en place pour les pesages. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est respecté? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Ouais. Voilà, donc voilà, on ne sait même pas à quoi ça sert. Maintenant, aujourd'hui, on est face à une situation que l'État aurait pu peut-être éviter en restant dans l'anticipation. Justement, Diba Milimono. Allez, on n'a pas de statistiques pour l'instant, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Oui, effectivement, on n'a pas de statistiques, en tout cas exhaustives pour le moment. Mais ce qu'il faut déjà rappeler, il a dit, Diba, c'est une route accidentogène. Ouais. À un moment donné, c'était une des meilleures routes, en tout cas, pas par sa largeur. Le flux aussi, peut-être c'était prévisible. Le flux, effectivement, voilà. Et pas par sa largeur, mais plutôt par sa qualité à un moment donné. Et la route elle était bonne. Donc les gens se livraient à des vitesses vraiment parfois incontrôlées, parce que vous savez que sur cette route il y a beaucoup plus de carrières qui vont prendre les agrégats pour la ville de Conakry. Oui. Les camions et les petits véhicules se côtoient sur cette route, et quand vous êtes en race campagne, je vous dis, vous rencontrez ces camions qui transportent des agrégats, le sable et autres, vous avez l'impression que c'est des camions qui font le rallye. C'est-à-dire, ils sont en compétition et ils ne calculent pas du tout à côté de les petits véhicules, les petites voitures et autres, ils ne les calculent pas. Mais de l'autre côté, il y a cette responsabilité de l'État qu'il faut ressortir. Ouais. C'est vrai qu'on veuille dire, on ne peut pas parler de route sans parler d'accident. L'accident est lié à la route. Oui. Et le plus souvent, l'accident est le plus souvent lié à la bonne qualité parfois de la route. Parce que quand la route est bonne, il n'y a pas de problème dans la circulation. Les gens se livrent à des vitesses incontrôlées le plus souvent. Mais lorsque vous savez que
C'est pourquoi il doit avoir des contrôles, des barrages qui contrôlent, parce qu'il faut avoir aussi des patrouilles de la police mobile ou la gendarmerie mobile qui se déplacent pour contrôler un peu les circulations. Mais ce sont aujourd'hui des services qui ne sont dotés ou qui étaient dotés mais qui n'ont aujourd'hui aucun matériel qui leur permette de faire ce travail. On en parlait la dernière fois avec les coupeurs de route. La gendarmerie mobile, aucune moto aujourd'hui n'est en circulation. N'est opérationnelle. Ouais. Toutes les motos sont. Ils mettent juste à côté de la route. La peur de gendarme en fait. Voilà. C'est un peu ça. Mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne tout le monde pas. le sait, donc les gens ils viennent. Alors, on ne les respecte pas. Lorsque vous êtes avant le barrage, vous prenez vos dispositions, mais dès que vous dépassez le barrage, c'est vous-même, c'est votre conscience qui vous amène. Bien. Le contrôle technique chez nous, on a vu, quand j'entends tout le temps, toutes les fois que j'entends contrôle technique, c'est le visage de Bala Moussa Keita qui apparaît devant moi. Bon. Bala Moussa Keita est l'homme Civita. Ouais. Bala Moussa Civita, on l'appelle comme ça. Le monsieur s'est battu. Il s'est battu ici et pour que l'État l'accompagne, pour que l'État travaille avec lui pour l'implantation de ces garages de visite technique à Conakry et à l'intérieur du pays. On a vu à Conakry, ils étaient d'abord à Matam. De Matam, on dit qu'ils ont trouvé un domaine du côté de Koza. Mais entre-temps, après tout s'est arrêté là, on n'a rien compris. On dit qu'il a ouvert un centre à l'Abbé. Est-ce que le centre il est fonctionnel aujourd'hui? Est-ce qu'il reçoit de l'accompagnement? On dit non, on a ouvert à Cancan. Mais nulle part, on retrouve les traces de ces services de visite technique. Comme pour dire que chacun se lève le matin, il prend son véhicule, il s'en va où il veut, il ne sait même pas ce que son véhicule a. Prenez un peu le cas des camions qui sortent du port. C'est des camions qui viennent, les pneus, vous allez trouver 3 à 4 pneus qui sont crevés, mais ils viennent, ils attendent leur tour, ils embarquent la marchandise, ils ressortent avec le même problème pour venir s'arrêter en pleine chaussée, soit à Dabondi, à la montagne, soit à Gbessiaou, quelque part. L'État est vraiment absent à ces niveaux. On ne peut pas délivrer par exemple des plaques d'immatriculation, des vignettes et autres aux gens qu'ils achètent, et que vous ne soyez pas à même de contrôler quand même ce qu'ils font sur le terrain. Parce que ce sont des Guinéens. On ne peut pas continuer à observer des minutes de silence ou verser les larmes de crocodile, faire des communiqués qui parfois ne servent à rien. Il faut des sanctions, je suis d'accord. Il faut des sanctions, il faut travailler et que chacun comprenne. Voilà, allez-y mon cher Antoine, je parle toujours de statistiques parce qu'on a du mal avec ça. C'est un problème en Guinée en fait. Quand on vous demande des statistiques, c'est un peu compliqué. Hier, je regardais le journal de la RTG où il y avait cette rencontre entre Mohamed Diané, le ministre de la Défense, et les Bafoué et compagnie, je pense bien. Il disait que la gendarmerie avait fait des propositions dans ce sens-là. Quoi donc? Gros point d'interrogation. Je pense qu'il faut aller plus loin, sanctionner surtout, comme je le disais tantôt, Antoine. En matière théorique, vous savez que la Guinée tire la palme d'or pour décerner un prix à un pays pour la qualité des théories en matière de loi ou de réforme. La Guinée en serait lauréate parce qu'elle est très forte en matière de propositions et de théorie. Très généralement, on fait le médecin après la mort. C'est lorsque le drame est commis que nous sortons derrière pour vouloir montrer notre bonne volonté à bien faire les choses. Et moi, j'ai envie qu'on sorte d'un débat. Le débat lié au contrôle ou à la visite technique. C'est un faux débat parce que même quand un véhicule sort d'usine et que le kilométrage est à 0, lorsque le conducteur n'est pas un bon conducteur, il ferait un accident. Ce qui s'est passé à Dubreka, beaucoup aussi ont leur permis, ils ne passent même pas par les autocollants. Voilà. La question n'est pas liée à la visite technique. La question est liée à la discipline des conducteurs dans la circulation. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Ce qui s'est passé entre Koumbia et Tanene, c'est que le chauffeur a roulé à gauche. Le camion a roulé à gauche, il a fait un dépassement qui ne se devait pas. Un gros porteur qui fait un dépassement qui ne se doit pas. À ce niveau, la question n'est pas liée à la visite technique. C'est lié à la mauvaise conduite du chauffeur. C'est ce qui a causé l'accident. L'indiscipline. Et donc, je me dis qu'à ce niveau, tant qu'il n'y a pas de concret sur le terrain, on a parlé de ces séries de patrouilles qui doivent se faire peut-être, ou encore de la sensibilisation à outrance des chauffeurs. Je me dis que la question de la visite technique, elle est certes bonne, elle est encouragée, mais tant que le chauffeur dans sa tête n'a pas, on n'y inculque pas le bon comportement dans la circulation, le respect du code de la route, ce serait peine perdue. Parce que tout ce qu'on fera comme travail à mettre en place des sociétés, ça va servir à rien parce que sur le terrain, on a des chauffeurs qui ont décidé de ne pas respecter le code de la route. Voyez même à Conakry comment les gens circulent.
c'est la loi du plus fort ou du plus rapide. Les gens ne respectent rien du tout. Les feux tricolores qu'on a installés récemment, pour le respect au moins du code de la route ou encore le respect des uns et des autres, vous constatez que les gens s'en foutent du feu tricolore. Non. Ben en tout cas, du côté de Sangoué où je passe, Antoine, souvent les gens y respectent. Ça commence à inculquer. Vous y passez combien de temps? Vous y passez juste un peu de minutes. Attendez. Nous qui sommes habitués à ce niveau-là, on sait un peu ce qui se passe là-bas. C'est lorsque prends pas l'hélico pour venir à la radio. C'est lorsque le feu est rouge. Mais attendez, mais c'est ce que je dis justement. Vous sortez tôt le matin, Lamine. Oui. Il n'y a pas d'affluence. Mais les gens respectent quand même. Non, les gens qui traitent tôt le matin, certains respectent. Mais la plupart, c'est lorsque le feu est rouge que les gens passent. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail préalable d'éducation des gens au respect du code de la route. Parce que l'État a installé les feux tricolores sans prendre le soin ou sans prendre le temps d'expliquer aux gens à quoi sert chaque feu. Le feu rouge, le feu orange et le feu vert. À quoi chacun sert? On a juste mis là, débrouillez-vous, que chacun respecte tel que cela se doit. Alors que c'est pas ce qui Antoine, donc je me dis quand que même, quoi, il serait grand temps qu'on mette du sérieux dans ce que nous faisons. Conakry-Ka, un ancien Conakry-Ka, c'est que Conakry est habitué au fait. C'est ce qui tricolore, évidemment. C'est justement cette façon de penser qui fait que dans la circulation, il n'y a pas de respect. On pense tout connaître alors qu'on ne connaît rien du tout. Voilà. Dans la circulation, beaucoup de ceux qui conduisent ne savent pas que le feu rouge, c'est pour s'arrêter. Le feu orange, c'est pour ralentir. Et le feu vert, c'est pour circuler. Beaucoup ne le savent pas. Ce serait important qu'on initie des séances de sensibilisation dans la circulation. Même les policiers, ils peuvent le faire dans la circulation. Dire aux conducteurs, lorsque vous arrivez là, quand c'est au rouge, comportez-vous comme ça. Mais lorsqu'on installe des feux et qu'on se dit que les chauffeurs connaissent déjà à quoi ça sert, on les laisse se débrouiller. Merci Antoine. Bien. Et donc ce qui s'est passé à Dubreka, c'est lié à l'indiscipline des chauffeurs, mais surtout à l'irresponsabilité de l'État. Bien, allez-y mon cher Moussa. Oui, je vais commencer par le dernier point des propos d'Antoine. Je pense qu'il y a urgence d'abord à sensibiliser les feux eux-mêmes, de telle sorte qu'on puisse comprendre à quoi ils servent. Parce que c'est une structure privée, je présume, qui a eu ce contrat. Donc, à son initiative, elle aurait dû recevoir de l'État des injonctions pour faire de la sensibilisation, pour expliquer aux automobilistes, aux usagers de la route, à quoi servent les différentes couleurs du feu, de ces panneaux-là. Mais ça n'a pas été fait. Donc, on les installe, et puis certaines, lorsque vous les regardez, vous trouvez que ce sont des engins de piètre qualité, à mon avis, et qui sont réglés, je ne sais pas sur quelle base. Et puis, deuxièmement, cette sensibilisation n'a pas été faite. Pourtant, vous avez un contrat avec l'État qui, en retour, vous devez avoir quelque chose sur les engins que vous installez. Donc, dans ce montant conclu, vous aurez dû prévoir un certain pourcentage pour sensibiliser au niveau des spots qui pouvaient être diffusés dans les différentes radios, mais aussi au niveau de certains crieurs publics ou comme la police l'a fait à une semaine de sensibilisation intense. Ça aurait dû être intégré dans le contrat conclu avec cette société qui installe donc ces feux-là. Ensuite, vous avez la question du réseau routier. J'ai pu remarquer à un endroit où le feu est installé que lorsqu'il est vert, au moment où les secondes finissent, vous n'avez pas fini de traverser. Parce que la route qui est devant est tellement cabossée, vous êtes obligé d'aller petit à petit. Donc, les gens qui sont derrière, directement, le feu aussi est vert sur l'autre ligne opposée. Donc, du coup, vous venez tous vous rassembler quelque part. Le feu vous a mélangé. Donc, je trouve qu'il faut d'abord, au niveau là où les feux sont installés, il faut faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle, sincèrement. Sinon, ça ne sert absolument à rien du tout. Et puis, la mine, c'est la gestion du réseau routier, de la circulation routière dans notre pays. L'État n'a pas encore pris toute sa responsabilité dans cette histoire. Vous parlez des chiffres. Mafoudia vous l'a montré tout à l'heure. En 2020, 3174 cas d'accidents enregistrés. Ce sont des chiffres de la police. En 2020 3174. Il y a eu 228 morts. 228 citoyens sont morts, selon la police, en 2020, du fait des accidents de la route. Ça, ce sont les chiffres de la police, recensés par la police. Je ne vous parle pas de ceux qui meurent qui ne se font pas enregistrer, là où il n'y a pas de police pour faire le constat. Donc, ça veut dire qu'on peut majorer le nombre de morts et le nombre d'accidents. Parce qu'on sait que ça dépasse cela. Ça dépasse cela. 228 citoyens tués en 2020. Vous avez 2019,
94 personnes. Donc, quand vous faites un peu la moyenne, vous êtes autour d'au moins 1 ou 2 citoyens qui meurent par jour en Guinée du fait de la circulation routière. Je trouve que c'est énorme pour un petit pays comme le nôtre. C'est énorme. Il y a lieu, si ça ne fait absolument rien, même le corona n'a pas encore réussi à dépasser le nombre de morts que la circulation routière nous cause. Si ça n'interpelle pas l'État, je pense qu'il y a des questions à se poser sur ce qu'on fait vraiment de tout ce qui peut être, de toute la responsabilité de notre État. Vous avez aujourd'hui beaucoup de souvent sociétés... les campagnes ici, c'est du tape à l'œil. Diba faisait bien évidemment de le rappeler au temps de Kabélé. On se souvient, mon cher Moussa. Oui, je sais. Quand on régulait un peu la circulation et tout ça. Au temps de Kabélé, il a donné le temps. Je trouve qu'on ne peut pas dire que ça a été mauvais. Je ne suis pas en train de jeter la pierre. Je dis, il y a toujours... Il a donné le temps. Il a donné le temps. Il fallait que le ministère de la Sécurité prennent le projet à bras le corps, prennent le projet à bras le corps et continuent de le pérenniser. Ça s'est quand même fait sur 3 mois, ce projet-là. Donc, il y a un montant qui a été dégagé et puis ça aurait pu permettre d'en faire une sorte... Parce qu'il faut conscientiser les gens. L'éducation à la circulation routière, c'est comme ce que nos enfants partent apprendre à l'école. Et sur la question du permis, Lamine, le permis, c'est normalement le premier diplôme qu'un citoyen a. Tu peux ne pas aller à l'école, mais quand tu as un permis, cela signifie que tu es passé au moins dans une instance publique où on a jugé de ton aptitude à prendre une machine, un engin roulant et à sortir sur la voie publique. Donc, on a jugé de ton aptitude à ne pas tuer ton compatriote, à ne pas tuer un citoyen qui se trouve sur la route et à respecter le code de la route. Alors, quand ce permis est délivré comme si c'était quelque chose qu'on donnait à la vente à la sauvette, comme des cacahuètes, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ils ont mis un système en place avec Thomas Grec, qui est une société brésilienne qui est là dans le cadre de non seulement la délivrance de ses permis, mais aussi la formation à la sécurité routière. Donc ils veulent mettre un système intégré. Il y a notre ami Djomessi qui était au niveau de cette démarche-là. Même, j'apprends qu'il a été floué à la dernière minute. J'espère qu'il va prendre la parole dans les jours à venir. C'est pas possible. J'espère qu'il va prendre la parole. Ce pays, c'est incroyable. Chacun mène son blanc. Après le blanc trouve quelqu'un d'autre ici. Alors donc, je trouve que ce système intégré aurait pu permettre, s'il est bien géré, d'intégrer également l'immatriculation des véhicules du parc automobile, d'intégrer, comme on appelle, la sensibilisation à la sécurité routière, d'intégrer, bien entendu, le contrôle technique. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner chaque pan de la sécurité routière à une société X. Du coup, vous avez des systèmes différents et chacun de ces systèmes fonctionne en fonction d'un process qui est différent de l'autre. Je pense qu'il y a lieu quand même que le gouvernement réfléchisse à cela et que ce soit un système intégré qui tienne compte de tous les aspects de la sécurité routière. Sinon, on continuera de dénombrer autant de morts. Tous les jours. Voilà. Je suis désolé. Allez-y. Complément d'info, Mafoudia. Il serait important que ce gouvernement soit dans la prévision. Je veux parler de quelque chose rapidement. Aujourd'hui, si on a des difficultés à Conakry au niveau des marchés, par exemple, il y a bouchons et des fois des accidents, on prend Madina parce qu'on dit que le marché a grandi, on prend Matote et autres. Mais remarquez aujourd'hui, quand on a fini avec la route sur Koya, il y a un marché qui se développe. Et c'est au vu et au su de tout le monde. On va attendre que ça prenne toute la partie et que les véhicules ne puissent même pas. Parce que allez voir comment les camions circulent là-bas et traversent ou tournent là-bas. Il n'y a pas de transversal. Raison pour laquelle on parle de civisme, Mafoudia. Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé du côté d'Anta. Il faut le respect de la loi. C'est pourquoi il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Je me rappelle. C'est juste incroyable. C'est un nouveau marché qui se développe là-bas. Et pourtant, il y a les agents autour. Au lieu que l'État ou bien les autorités locales ne trouvent un marché à l'intérieur de la ville pour éviter que ça se développe là-bas et qu'on ait les cas de Anta, de Matoto, non, on ne le fait pas, on laisse. Et l'autre chose, c'est que ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui au niveau des transversales, parce qu'il y a les transversales, les gens construisent des boutiques. Et lorsqu'il y a des boutiques, après les lieux deviennent fréquentés. Après, ils prennent le soin sur eux de mettre les dodanes comme ils veulent. On a l'impression que ce ne sont pas des transversales. L'État voit tout ceci. On ne fait rien. C'est quand il va y avoir des accidents qu'on va essayer de voir des solutions éphémères. Il faut prévenir. Il faut qu'on ait de la vision dans ce pays. Conakry est bourré, mais on a des localités qui commencent à se développer. Il faut dès maintenant commencer à mettre les bases pour qu'on ne se retrouve pas avec la même pagaille qu'on connaît à Conakry. Merci beaucoup. Juste un dernier mot par rapport au contrôle technique, Lamine. C'est une guerre d'intérêts.
une guerre d'égoïstes qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas de système de contrôle technique dans notre pays. On n'en a pas. Civita, quoi que l'on dise de Bala Moussa, moi j'ai pensé à un moment donné qu'il allait perdre complètement la tête à cause de cette histoire. Parce que au moins, du point de vue représentant, mais quand vous l'écoutez, Lamine, il est dans les grandes gueules. Vous sentez que l'hypertension est là. Alors, au moins, lui, dans toutes les régions naturelles du pays, il y a au moins un local qui représente Civita. C'est-à-dire qu'il a investi, il a cru devoir faire quelque chose pour sauver des vies humaines. Mais à ce jour, on peut même ouvrir le marché. Voilà, parce que c'est l'État qui doit dire à Lamine Guirassy, vous êtes apte à conduire, vous êtes apte à prendre votre engin et à sortir sur la voie publique. Donc, à travers la délivrance d'un permis, et puis des documents qui attestent que votre engin est en bon état, au niveau du frein, au niveau d'autres. Mais Lamine, dites-moi, l'accident qui s'est déroulé du côté de Koba, lui il dit qu'il a roulé à gauche. Si le gars ne roulait pas à gauche et qu'il faisait un accident, on allait trouver comment les causes. Souvent, vous voyez dans les communiqués, la défectuosité du frein pourrait être la cause. Le monsieur là. C'est pas possible, il est terrible. Voilà, donc je disais. Je comprends sa colère. Voilà, il y a 2 ans, le ministre des Transports, monsieur Silla, disait que le parc automobile guinéen, il y a au moins 4000 véhicules. Donc pour 4000 véhicules, pour Civita, c'est trop. Donc c'est pourquoi ils ont libéralisé le secteur. Donc tout Guinéen en particulier pourrait investir dans le secteur. Mais sauf qu'on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent on a du mal à prospérer dans le secteur. Pour finir, le plan d'urgence, il y a eu les états généraux de la police routière. Et ces états généraux, normalement, ont réfléchi sur ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est la grosse question qu'il faille se poser. Mais l'un dans l'autre, il faudrait aussi travailler sur le civisme parce que c'est le plus important. Dans les états généraux, ça a été le point central. Les Guinéens conduisent mal, il y a la nervosité au niveau du volant. Donc il faut refaire encore ces questions parce que, à mon avis, ce n'est pas suivi aujourd'hui. Voilà. Et vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également, vous nous suivez à la télé. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, la parole aux vrais gens. Les tenanciers de bars, restaurants, donc, boîtes de nuit continuent de subir l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu les empêche d'exercer leur activité. Les nuits tardives, pourtant, opportunes pour faire des économies. On en parle ce matin avec Valis Sako, président tenancier de bars et restaurants de Guinée. C'est avec nous dans cette émission. Je le disais, cela fait donc 1 an que Mori Kanté nous a quittés. Ses enfants proches et étudiants de l'Institut des Arts de Dubreka, qui porte donc son nom, viennent de commémorer sa disparition. Des hommages, comme depuis l'année dernière, lui sont rendus, mais il y a une question qui n'a pas encore été évoquée, évidemment. C'est bien celle liée donc à son héritage. On en parle ce matin avec son fils, Bala Kanté, héritier donc de Mori Kanté. Il sera avec nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. On parle politique, mon cher Moussa. Ce matin, on parle de cette sortie, évidemment, cette tribune, publiée hier. Chérif Ba et compagnie favorable donc à un dialogue. L'UFDG, vous nous apprenez, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher Moïse? C'est une, je dirais, une guerre de mots. Vous sentez que chacun essaie de dissimuler dans les phrases, dans la tournure. Heureusement que la langue française permet cela, un peu ses sentiments. Mais quand vous lisez exactement bien, vous comprenez un peu le message qu'on veut divulguer. Donc c'est une tribune qui a été signée par les plus, je dirais, les plus célèbres des prisonniers de l'heure. Il s'agit donc de Ibrahima Chérif, vice-président membre du conseil politique de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo, directeur de communication, membre du conseil politique, ancien député, Mamadou Selou Baldé, coordinateur des fédérations de l'intérieur, membre du bureau exécutif, ancien député. Donc vous voyez que ce sont des cadres, non pas des moindres de l'UFDG, et qui ont signé cette tribune exclusivement, sans associer d'autres prisonniers qui ont été pris dans les mêmes circonstances pour les mêmes causes. Donc ça veut dire que c'est particulièrement fait, non seulement pour envoyer un message à l'opinion publique nationale, mais pour envoyer un message aux partis politiques auxquels ils appartiennent. Sinon, ils auraient associé les autres prisonniers politiques. C'est le premier constat que j'ai fait lorsque j'ai vu les signatures de la tribune. Vous avez quand même des phrases
qui ont été employées d'une force incroyable. Parce que ce sont des phrases, à mon avis, qui n'ont pas été tout le temps du vocabulaire d'Ousmane Gawal, qui n'ont pas été tout le temps du vocabulaire des autres. Mais la prison, qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Je pense que c'est un lieu où l'on se parle à soi-même, où notre conscience nous gronde, où l'on tire les leçons de ceux qui étaient vrais et ceux qui étaient faux, de ceux qui étaient nos vrais soutiens et ceux qui ne le sont pas, où l'on se parle à soi-même et l'on se découvre. Donc je pense que on ne peut pas nier le fait que leur séjour à la maison centrale a quelque chose à voir avec, je dirais, la tempérance de ce texte. De la tribune. Exactement. Le verbe qui est employé, le temps qui est employé, le ton qui est employé. Parce que c'est un ton de paix. Ici, ça ne parle que de paix. Mais quand ils commencent par d'abord parler de leur statut. Ils disent que d'aucuns les appellent prisonniers tout court, d'autres prisonniers d'opinion, pour d'autres encore des otages politiques, comme on a pu l'entendre de la bouche de Sia Kabari ici. Il dit quoi qu'il en soit, eux, ils sont en prison et que leur engagement politique n'a jamais été dirigé contre un individu ou contre un quelconque groupe de Guinéens. Donc, ils se départissent de tous ceux qui estiment qu'ils ont mené un combat ethnique, un combat communautariste. Alors, au niveau du second paragraphe, il développe le fait que l'objectif de tout ce qui a été fait, c'était pour servir la démocratie. Parce que quoi que l'on dise, quand vous engagez au sein d'un parti politique, vous avez pris donc le serment de participer activement à la vie politique de votre pays et donc de participer à l'animation démocratique de votre pays, parce que la démocratie ne va pas sans contradiction, ne va pas sans les partis politiques. Donc ils disent que le but recherché, c'était donc de donner le bonheur à tous les concitoyens en proposant bien entendu leur part de vérité sur comment est-ce que la gouvernance à la tête du pays pouvait être faite. Oui. Donc il est important de rappeler qu'en dépit de ce chemin de paix choisi, parce que s'engager au sein d'un parti politique, c'est refuser le chemin détourné de la violence. C'est ce qu'on comprend par ces propos-là. Donc en dépit de cela, qu'ils ont été exclus dès les premières heures de leur engagement à la conquête du pouvoir. Par la violence, donc ils ont exclu la violence en choisissant plutôt la voie des urnes. C'est pourquoi le parti auquel ils appartiennent a pris part donc aux nombreuses élections, donc qui sont passées dans notre pays. Donc ils disent que donc face à tout ce qui a été fait, ils sont assez stupéfaits ils ont été assez stupéfaits d'entendre qu'ils sont accusés d'atteinte aux institutions, de pillage. Ils sont accusés de pillage et même de participation à des mouvements insurrectionnels. Vous savez que c'était ces rumeurs qui ont couru nos rues et qui ont poussé donc ces messieurs-là, parce qu'ils le mentionnent, à aller eux-mêmes vers les autorités compétentes, notamment la police, qui les rechercheraient, aller eux-mêmes se présenter. Parce qu'ils n'ont pas été cueillis à la maison, ça il faut le dire. Ils n'ont pas tenté de prendre la fuite, ça il faut le mentionner. Donc ils disent qu'au regard de la force des accusations qui étaient portées contre eux, ils sont allés eux-mêmes pour la manifestation de la vérité, se rendre aux autorités compétentes afin de donner donc leur part de vérité. Donc, ils rajoutent que les responsabilités qu'ils ont assumées à différents niveaux du parti politique auquel ils appartiennent, que ces responsabilités-là les empêchent d'avoir des attitudes aussi inciviques, telles qu'on peut s'en rendre compte dans les accusations qui sont portées contre eux. Donc, ils martèlent encore une fois leur engagement politique, l'idéal qui les fonde et qui nourrit donc cet engagement politique-là. Donc c'est pourquoi ils le disent, malgré qu'ils soient en prison, qu'ils rejettent complètement à bloc donc toutes les accusations de violence, quelles que soient et qui seraient susceptibles de, quelles que soient d'où elles viennent, et qui seraient donc susceptibles donc de mettre en danger la paix sociale, de menacer la sécurité de leurs compatriotes, des institutions républicaines, que cela ne leur ressemble point. Bien. Donc ça, c'est vraiment de rejeter et tout cela. Ensuite, il parle de la justice. Il drague les magistrats. Il parle de la justice, de l'institution, mais il drague les magistrats parce que c'est finalement, c'est entre leurs mains que se trouve un peu la lueur d'espoir, le bout du tunnel. C'est eux qui sont fondés de juger de leur culpabilité ou pas.
Donc, il drague les magistrats en disant que la force de l'institution judiciaire repose entre leurs mains pour qu'ils soient départis de toute influence, de toute ingérence, notamment de l'exécutif, on sous-entend donc, afin qu'ils puissent dire le droit, rien que le droit, pour la manifestation de la vérité. Donc, et ce qui m'a attiré mon attention, c'est la question, c'est le paragraphe sur le dialogue politique. C'est le paragraphe sur la réconciliation nationale. Parce que ce sont quand même des personnages qui ont été jugés caustiques, qui ont été jugés violents, qui parlent de paix, qui parlent de reconnaissance. Quand je dis jugés par le gouvernement, par la mouvance présidentielle. Donc eux, ils parlent de paix, eux, ils parlent de réconciliation nationale, ils parlent donc de dialogue politique. Et donc, il dit qu'il est pour eux important de saisir l'occasion qui se présente. Donc, pour mettre les jalons qui vont permettre d'aller vers un dialogue inclusif, donc d'aller vers une réconciliation qui soit inclusive. Donc, que cela pourrait être une occasion à saisir. Je vais vous lire juste un paragraphe où ils disent: bien évidemment, c'est aux magistrats de mesurer l'importance et la portée des actes qu'ils sont appelés à engager dans le cadre de l'affaire. Pardon. L'avant-dernier paragraphe. Pour nous, il est fondamental. Oui, pour nous plutôt. Il est fondamental d'œuvrer dans ce sens afin d'amorcer, merci Antoine, afin d'amorcer le processus d'apaisement par le dialogue. Pour nous, il est fondamental d'œuvrer dans ce sens afin d'amorcer le processus d'apaisement par le dialogue. Et cela vient après la drague qu'ils ont faite à l'endroit des magistrats. Donc pour eux, cela est un préalable pour amorcer le processus d'apaisement par le dialogue et la concertation dans le souci de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale. Et nous espérons pouvoir apporter notre contribution en continuant de jouer encore notre rôle sur la scène politique au service de notre pays. Nous sommes persuadés que cela est possible si chacun veillait au respect des règles d'impartialité de nos institutions et des représentants qui exercent au nom du peuple donc de Guinée. Donc il rajoute: nous estimons que le moment est probablement venu, qu'une situation opportune est là, qu'il faut la saisir. Qu'il faut la saisir. Qu'il faut saisir quoi? L'occasion. Le cas de concertation. Exactement, le cas de concertation. C'est pas clairement dit. C'est-à-dire que lorsque vous réfléchissez beaucoup. C'est un message. Exactement, c'est un message un peu codé. Il devient un politologue là. Non, mais c'est important. Vas-y, j'ai pris mon temps hier quand j'ai vu ça. C'est important. Je sais, voilà. Et si c'était pas important, notre réaction ne serait pas parvenue ce matin. Donc, ils disent qu'il faut la saisir. Nous pensons qu'il est temps que chaque Guinéen prenne résolument l'engagement de promouvoir l'exercice d'une démocratie apaisée, l'unité et la réconciliation de tous les fils et filles de notre Guinée. C'est quand même signé d'Ousmane Gawal. C'est signé de Chérif Ba. C'est signé de Cellou Baldé. Et la réponse du parti auquel ils appartiennent, donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui est l'un des destinataires de ce message, la réponse de l'UFDG ne va pas tarder. J'espère que l'un de mes collègues va pouvoir donner cette réponse-là. Bien sûr, évidemment. Pourquoi l'UFDG n'est pas d'accord, Mavoudi Amagouara? Parce que nous dit. En fait, l'UFDG a tenu à répondre. On sait déjà, c'est vrai que cette note a surpris, parce que surtout, comme le dit Moïse, cette douceur qu'il y a dedans. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'ils reconnaissent jusqu'au bout leur innocence. Et évidemment, la nouveauté, c'est quand on essaie de tendre cette main. Mais moi, je comprendrais personnellement, parce que comme on le dit, la prison, c'est pas quelque chose d'aisé. Un jour en prison, c'est comme des années de douleur et autres. Et imaginez, ça fait plusieurs mois, ils sont en prison et on n'a aucune idée de quand le procès va se tenir. Alors, la réponse de l'UFDG, c'est d'abord d'apporter tout son soutien et de réitérer justement ce soutien à ces cadres de l'UFDG qui se retrouvent aujourd'hui du côté de la maison centrale. Alors, moi, je vais aller rapidement sur cette partie qui nous intéresse par rapport à lorsque ces prisonniers politiques appellent à saisir cette occasion. L'UFDG d'abord dit que revient en disant que si cette libération doit passer par un procès juste et équitable, et évidemment ils sont d'accord avec eux par rapport à la tenue d'un procès, parce que c'était la position de Cellou Dalein dès le départ. Il y a eu beaucoup de questions pour lui demander mais pourquoi vous n'irez pas à des négociations pour la libération. Il disait que lui, il est convaincu de l'innocence
de ces hommes et que pour lui, le plus important, c'est d'aller à ce procès et que si l'État avait des preuves, que l'État montre ses preuves. Maintenant, par rapport à cette ouverture, le communiqué précise que quand tout état de cause, la position de l'UFDG par rapport au dialogue politique relève exclusivement de la direction nationale du parti et de ses instances compétentes. Est-ce que ça veut dire que cet appel à la négociation, à l'ouverture, n'engage pas l'UFDG, malgré que ça soit quand même Cherif Ba et Ousmane Gawal et autres qui aient signé cette tribune? Apparemment, oui. En tout cas, ils l'ont clairement dit, ils ne sont pas d'accord avec ce dialogue politique. Maintenant, dans ce communiqué, ils le disent réellement, ils sont d'accord avec tout ce qui a été dit, la tenue du procès, leur soutien et autres. Mais quant au dialogue, cette décision revient au bureau politique. Maintenant, la question, Cherif Ba ne fait-il pas partie du bureau politique? Ousmane Gawal ne fait-il pas partie? Selou Baldé, eux tous, ils font partie du bureau politique. Mais alors, la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui entre ceux-ci et le bureau, et le bureau politique? Est-ce qu'il y a un manque de soutien qui aurait été constaté, qui expliquerait aujourd'hui cette tribune? C'est comme s'ils prenaient les devants pour dire, ah, écoutez, si on ne se lève pas, pour prendre, pour un peu, je sais pas, faire bouger les lignes ou autre, montrer notre bonne foi. Peut-être qu'on va croupir ici, mais il faut pas compter sur l'UFDG. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Toujours est-il que sur ce point, évidemment, chacun l'UFDG n'est pas d'accord avec ses agents. Sa lecture là-dessus, Mafoudi. On va revenir dans la deuxième partie du débat. Je vous donnerai la parole, il n'y a pas de souci. État d'urgence, les bars et restaurants subissent d'énormes pertes. On en parle ce matin dans notre émission Les GG. Mori Kanté, kid de l'héritage de l'artiste, son fils Bala Kanté sera avec nous dans la deuxième partie. Ainsi vos réactions, évidemment. On revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.